Il était un temps où la presse locale, c'était lui, respecté par tous et craint parfois. Éric Defay assure aujourd'hui la responsabilité de l'information régionale wallonne au journal Le Soir. Ce licencié en communication sociale à l'UCL a fait les beaux jours de la presse montoise avant de monter sur Bruxelles. Durant 10 années, il présidera la Maison de la Presse de Mons. Amateur de Saint-Feuillin, de jazz, de polar américain et de France profonde, Éric Defay aime aussi sa ville. Sans lui, qui parlerait encore de Mons dans les colonnes d'un quotidien national? Bonjour à tous et bienvenue dans Face à vous. Notre invité, le journaliste Éric Defay. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être là. Vous vous occupez au soir de l'information régionale wallonne. Ça voudrait dire que votre surnom là-bas, c'est le régionaliste? Il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il faut parler parfois aux Bruxellois de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc effectivement, moi je suis relativement peu souvent à Bruxelles alors que le soir a une réputation de journal bruxellois. Et j'essaye de parler de tout ce qu'il y a de bien et de mal en Wallonie, à commencer par la politique qui m'intéresse au premier chef. Et à Mons aussi, si on ne vous avait pas, plus de Mons dans le soir? J'oserais pas dire ça, il y a toujours des gens qui peuvent écrire sur Mons dans le soir sans souci, mais bon, j'aime bien de temps en temps me retremper dans la ville où j'habite et où je vis depuis une trentaine d'années maintenant. Alors, vous qui nous regardez, vous pouvez commenter, donner vos commentaires, poser vos questions sur le Twitter, le compte de TLMB officiel, hashtag face à vous. Alors, Éric Defay, si vous le voulez bien, cette interview sera basée sur des mots-clés. Le premier mot-clé sera Mons. Alors, qu'est-ce qui vous retient dans cette petite ville? C'est le côté bourgade familial de la ville de Mons? Ah oui, moi j'aime bien la ville d'abord, la ville d'une manière générale, et puis j'aime bien Mons parce qu'il y a un côté provincial. On parlait tout à l'heure de mon amour pour la France profonde, et c'est vrai que je retrouve un peu dans Mons cet aspect-là des choses. Je veux dire, c'est une ville de taille importante, mais où, je ne vais pas dire que tout le monde se connaît, mais où les gens s'apprécient et se voient presque tous les jours autour de la Grand Place, et c'est ça que j'aime particulièrement. Oui. Il faut dire aussi que votre carrière a débuté à Mons, carrière journalistique, au journal Nord-Éclair, qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, au marché aux herbes. Je ne sais pas si les plus anciens se souviennent qu'il y avait le journal Nord-Éclair au marché aux herbes. Et effectivement, c'est là que je suis arrivé en 1983-84 pour commencer à travailler comme journaliste. Et puis vous devenez correspondant pour le soir sur Mons. Et là, comme on le disait en entrée de sujet, vous faites la pluie et le beau temps à Mons. Vous êtes la référence journalistique sur Mons. C'est très flatteur pour moi, je vous remercie beaucoup, mais ce qui était important, c'est qu'à l'époque, le soir commençait à s'intéresser à d'autres choses qu'à l'actualité politique nationale et à l'actualité internationale, et donc il fallait des journalistes qui connaissent le terroir, et donc effectivement, j'ai pour le soir couvert Mons tout seul pendant une dizaine d'années, et puis d'autres ont suivi, qui l'ont fait aussi bien que moi, mais il y avait un changement, et que le soir parle de Mons, c'était une nouveauté, donc c'était important. Alors, deuxième mot pour diriger cette interview, bilan 2013. Qu'est-ce que vous retenez des événements marquants pour l'année 2013 sur Mons-Borinage? Écoutez, moi, c'est la première année d'une nouvelle législature communale, donc je pense qu'il faut être attentif à ça. Donc les élections, c'était il y a une bonne année maintenant, donc les majorités, les nouveaux bourgmestres, etc., le nouveau gouverneur, les nouvelles structures intercommunales sont mises en place depuis une année. Et donc j'ai suivi ça de près parce que de nouvelles générations sont en train d'apparaître. Donc on parle souvent d'Elio Di Rupo et de gens de cette génération-là, mais qui sont quand même maintenant autour de 60 ans, je veux dire, sur la deuxième partie de leur carrière. Et donc je suis attentif particulièrement à tous ceux qui gèrent la région maintenant et les nouvelles têtes à Mons et dans d'autres communes de la région, évidemment. Sinon, pas de réels grands événements, si ce n'est, on pourrait le dire, une joyeuse entrée et un nouveau gouverneur. Oui, la joyeuse entrée... C'est plus pour l'anecdote. Oui, le nouveau gouverneur était attendu, la joyeuse entrée ne l'était pas, et c'est vrai que quand on y réfléchit, l'année a été relativement calme dans la région. Oui. Alors, si vous le voulez bien, une petite pause, puisque Géraldine Rutsart est allée à la rencontre de la rédaction du soir pour rencontrer vos collègues. Éric Defay. Bonjour, vous êtes bien à la rédaction du soir, ici. Lorsque Éric a été mon adjoint, lorsque j'étais rédactrice en chef pendant une dizaine d'années, et donc il était là.
Et c'était un poste extrêmement stratégique parce que c'était un poste où tout se décidait. Il faisait les soirées. Il commençait vers midi, il terminait vers minuit, voire plus tard quand il y avait un gros événement. Et donc c'est de là qu'il faisait atterrir tout le journal avec la force qu'on lui connaît. Voilà, c'est ici que Éric travaille quand il n'est pas sur les routes, parce qu'évidemment, c'est un homme de terrain. Depuis qu'il est redevenu journaliste, il suit la région wallonne. Il nous propose 5, 6, 7 sujets tous les jours et on doit souvent le calmer, lui dire « oui, mais attends, ça quand même, on va pas pouvoir mettre tout ça dans la page ». Et donc tous les jours, c'est une machine, c'est vraiment un passionné. C'est un journaliste qui sait à la fois se retrouver dans les enjeux politiques, économiques, mais qui a une plume magnifique. Et je me rappelle de papiers où il fallait faire vivre des moments assez dramatiques ou des prises de position de gens qui restaient pendant plusieurs journées, qui occupaient leur usine ou leur lieu de travail. Et je me rappelle de papiers extrêmement émouvants où il transmettait à la fois l'émotion du moment, l'attention, sans être dupe des enjeux économico-politiques qui se trouvaient derrière. C'est quelqu'un qui est à la fois très exigeant, qui sait se fâcher, il sait rentrer dans des colères quand quelque chose ne va pas, il boude un peu même parfois, mais qui est très franc et c'est une très belle personne en fait, il a un cœur magnifique. L'amitié est une chose très importante, la fidélité, l'honnêteté, il ne supporte pas le double jeu, c'est quelqu'un de très exigeant pour les gens avec qui il travaille. En fait, il n'est pas dans un jeu de pouvoir, donc il dit les choses comme il les sent et il a beaucoup défendu par exemple ici les régions, l'actualité régionale. Quand on cherche des exemples pour des sujets d'actualité, il nous dit souvent « ah mais à Mons, il y a une intercommunale qui fait ceci, et à Mons, il y a un mandataire qui fait cela », et on lui dit « mais Éric, est-ce que tu serais pas un petit peu partisan là ? Et alors il nous dit « mais non, c'est le bon exemple que je trouve, parce que c'est à Mons que ça se fait et que ça représente bien ce qui se passe ». Donc souvent on le suspecte un peu d'être montocentriste, je ne sais pas si ce mot-là existe. Éric Defay, responsable de l'information régionale wallonne, est notre invité. Dites donc, Éric Defay, très belle personne, très humain, belle plume, homme d'idées, toutes les qualités d'un bon journaliste. Je renvoie leurs compliments à mes collègues qui sont exprimés ici, et particulièrement à Béatrice Delvaux, l'ancienne rédactrice en chef que tout le monde connaît parce qu'elle a un parcours national, elle est sur tous les plateaux de télévision bien plus que moi, et qui est une personne fantastique avec laquelle j'ai collaboré pendant effectivement une dizaine d'années. On était une petite troupe autour d'elle, et enfin, comme chacun sait, la presse écrite ne va pas fort bien, en tout cas dans sa structure traditionnelle, je veux dire le journal papier, et on formait autour d'elle une bande de copains, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup travaillé, et voilà, c'est une époque qui est un peu révolue pour moi, donc on travaille toujours à quelques mètres de distance, mais on ne collabore plus directement, mais c'est vraiment une très grande amie. Alors, responsable de l'information régionale wallonne, on l'a dit, vous avez des papiers qui font mouche, un petit extrait, le premier. Alors, votre titre, les entités fédérées font pitié. Pas question d'en rajouter pour le plaisir, mais la conduite par les gouvernements wallons et la Fédération Wallonie-Bruxelles du conclave budgétaire a viré au grand guignol. C'était le 17 juillet 2013. Vous avez un ton qui peut faire mal aussi. Oui, mais je crois que, donc là, c'est dans le cadre d'un éditorial, donc il se fait que je suis responsable d'un secteur important et qui est de plus en plus important, c'est l'actualité régionale, puisqu'on le sait, le pouvoir est en train de se décentrer, en l'occurrence vers Namur. Et donc je crois qu'il faut, c'est un moment important que la Wallonie doit passer de manière intelligente et avec beaucoup d'ambition, et je crois qu'on est là pour dire quand les choses ne vont pas. Ici on tournait en rond depuis des semaines autour de quelques centaines de millions d'euros, les enjeux étaient forts, mais il fallait pouvoir à un moment dire les choses. Alors, vous qui la connaissez bien, cette Wallonie, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a les épaules assez solides pour supporter tout ce transfert de compétences ? Ben, je crois surtout qu'elle n'a pas le choix. Donc maintenant, les choses sont faites. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci majeur. Les choses sont bien prises en main, sont bien préparées, contrairement à l'impression que ça donne parfois. Il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien à Namur, qu'on n'anticipe pas les choses et que le personnel politique ou le personnel administratif n'est pas à la hauteur. Ça ne se sait pas encore beaucoup parce que c'est une question d'image aussi. Hein. La Wallonie, il suffit d'entendre parler de certains au nord du pays de ce que représente la Wallonie. Il faut un peu briser cette image-là, mais je crois que face à l'obstacle, il faut le sauter et il n'y a pas d'autre solution.
Alors, on parlait tout à l'heure de votre rôle de correspondant pour Le Soir sur Mons. Celui qui vous a remplacé, c'est Valérie Saint-Guillain. Il est aussi aujourd'hui responsable de communication à l'UMONS et il vous interpelle. Eric, j'aurais des tas de questions à te poser. En voici une parmi d'autres. Tu vis à Mons depuis près de 30 ans. Tu as parcouru de long en large cet arrondissement durant ta carrière de journaliste régional. Depuis tout ce temps, on y parle de redressement socio-économique, d'aide européenne et régionale. En tant qu'observateur avisé de Mons-Borinage, as-tu constaté objectivement une amélioration et sur quel plan? Merci pour ta réponse et au plaisir de te revoir. Alors, amélioration à Mons-Borinage depuis tout ce temps? Oui, je crois. Enfin, moi, je suis arrivé à Mons, on était encore un petit peu après, mais à la toute fin des charbonnages. C'était encore cette époque-là. Et bon, Valérie, il travaille à l'université de Mons. Je veux dire, on est passé d'une région qui était industrielle dans le sens vieille industrie à une région qui a des universités qui se développent, qui a des entreprises de pointe à la sortie de la ville. Je crois que quand même on peut dire que les choses ont bien évolué. Ça peut-être été un peu plus lent. Oui, mais que dans d'autres régions. C'est-à-dire que socialement, ça reste difficile. On vient de loin. Et puis, comme le disent toujours les spécialistes, on a pris la crise relativement tard et donc il faut quand même le temps pour que les choses se mettent en place. Mais on ne peut pas dire que la région n'a pas changé, ce n'est pas vrai. Alors, un des grands dossiers, ce sera à venir, ce sera Mons 2015. Ça permettra aussi peut-être à la région de changer de visage. Est-ce que vous pensez que cette opération est pour l'heure bien menée ? Je pense, comme tout le monde, que parfois on n'y voit pas très clair, mais je pense aussi que c'est sans doute la volonté des organisateurs. Donc il y a dans leur chef, même s'ils commencent à communiquer de manière régulière, une volonté que je peux parfaitement comprendre d'effet de surprise. Aussi, si on savait tout à l'avance, ce serait sans doute beaucoup moins intéressant. Cela dit, le risque qu'il court, évidemment, c'est que tout le monde soit déçu à l'arrivée. Donc, c'est très bien d'entretenir un certain mystère sur un événement comme celui-là, mais il faudra être à la hauteur des espérances le moment venu. Alors, vous titrez, je pense que c'est en 2012, un message Urbi et Orbi. Ça, c'est aussi le ton Éric Defay. Elio Di Rupo appelle les créateurs et entrepreneurs à choisir sa ville. Ça veut dire que 2015, c'est avant tout la volonté d'un homme qui tire une région. Oui, enfin je crois. Donc il n'est pas seul à avoir imaginé ce projet-là, mais tout indique que c'est lui qui l'a voulu en premier lieu, c'est lui qui a mobilisé les troupes avec la capacité qu'il a de le faire autour de lui pour monter un dossier solide. Il a dû convaincre les autorités européennes de choisir Mons, ce n'était pas acquis d'avance. Et je crois qu'effectivement, enfin, moi j'ai toujours dit, il aura 65 ans en 2015, Elio Di Rupo, c'est une belle fin de carrière, je lui souhaite d'aller plus loin, mais je veux dire, ce serait pas mal pour vous comme pour moi, d'avoir une sorte de gâteau d'anniversaire à 65 ans comme celui-là. Donc, évidemment, il a beaucoup d'autres chats à fouetter là où il se trouve, et il sera peut-être toujours Premier ministre à ce moment-là, on n'en sait rien. Mais, je veux dire, c'est comme cerise sur le gâteau à 65 ans, après une carrière éblouissante, c'est quand même pas mal de pouvoir dire « j'ai amené la capitale culturelle de l'Europe dans ma ville ». Alors, la culture, ou plutôt l'industrie culturelle, c'est là-dessus qu'on va pouvoir se reposer pour faire évoluer notre région? Je n'en sais rien. Je crois que c'est le pari, que c'est un bon pari. J'espère simplement qu'après 2015, en 2016 et années suivantes, les traces continueront à se faire sentir. Bon, il ne faudrait pas que ce soit un feu de paille. Je ne le pense pas. Je crois que les choses sont bien préparées. Je crois qu'il y a un terreau quand même d'entreprises nées à nouveau, des universités, etc., qui peuvent porter ça au-delà de l'événement lui-même. Donc voilà, il faut, je pense, un peu croiser les doigts. Mais si on n'avait rien fait, on l'aurait regretté. Donc je pense que c'est une bonne chose que ça bouge. Alors, autre mot-clé, les travaux. Mons est un grand gruyère. Vous écriviez... Et parmi les travaux, bien sûr, la gare de Mons. Vous écriviez en 2013 le titre « La passerelle qui rêvait d'être une gare ». Ça, c'est aussi un titre accrocheur. Et vous disiez « Un beau roman, une belle histoire », point d'interrogation. La gare Calatrava de Mons, dont le chantier fait enfin connaître ses premiers effets, tient à la fois de la citrouille transformée en carrosse et de la grenouille qui se voulait plus grosse que le bœuf.
Vous dites encore ça aujourd'hui? Ah oui, j'allais dire, je ne retire rien. Pas un mot. Non, pas un mot, et je ne me souvenais pas spécialement de ces phrases-là. Mais donc, c'est un projet démesuré, vous voulez pour dire. être clair, donc moi je suis pour les gestes architecturaux forts, même dans des tissus urbains qui datent du Moyen Âge. Donc j'ai aucun problème avec ça. J'aime bien l'architecture contemporaine. Je pense qu'il faut même être audacieux et qu'on ne l'est pas assez. Et pourquoi pas pour une gare, au fond. Mais là, je pense que c'est une gare démesurée pour la place qu'occupe Mons sur la carte des chemins de fer en Belgique. Tout le monde connaît la gare Calatrava à Liège. Liège, c'est quand même un carrefour au niveau, un nœud pour le rail, vers l'Allemagne, vers les Pays-Bas, vers Bruxelles, vers la Wallonie. Je pense que ça méritait peut-être une grande et belle gare comme celle qu'on connaît. À Mons, on va rentrer dans une gare signée Calatrava pour aller à Genlis ou à la Louvière-Sud. Je ne suis pas sûr que ce soit la priorité. On aurait pu viser plus petit et peut-être consacrer l'argent à autre chose. C'est peut-être juste la seule représentation que pour l'instant, c'est l'image qui prime dans cette ville ou dans la région. Oui, peut-être. Il y a peut-être un peu de ça. L'image, il faut être beau, quoi. Il faut être accueillant. Il faut être visible. Oui, ce n'est pas un problème en soi. Peut-être que c'est l'idée aussi qu'avaient les gens qui ont construit le beffroi. Il fallait se faire voir, mais à une époque où les deniers sont comptés quand même, je pense que on aurait peut-être fait preuve de modestie, que ça n'aurait pas été plus mal. Alors, 6e mot, déjà, journalisme. Dans toute votre carrière, quel est le dossier de journaliste qui vous a le plus frappé? J'en ai beaucoup parce que j'ai travaillé dans plein de secteurs. J'ai suivi quelques grands procès d'assises qui sont toujours marquants parce qu'il y a des destins humains. J'ai couvert il y a bien longtemps maintenant la fameuse filière Borène qui avait été accusée des tueries du Brabant wallon. Pour revenir à Elio Di Rupo, j'étais là, si j'ose dire, le soir où il a voulu prendre le pouvoir à Mons en 1988 au détriment de Maurice Lafosse. Ça vous marque, ça reste gravé dans oui, ça reste gravé dans mes mémoires parce que j'étais journaliste à Nord-Éclair à l'époque, donc ça avait été un événement considérable. Et pour reparler du début de notre conversation, qui avait fait 3 lignes dans le soir. Parce qu'au soir de Bruxelles, j'ai été consulter les collections il y a quelques années, tout le monde se foutait de Mons et personne ne connaissait Elio Di Rupo. Donc quand on voit ça des années et des années, et même des décennies plus tard maintenant, le chemin, que tout est parti, c'est une sorte d'audace incroyable, qui lui avait eu des problèmes dans un premier temps, mais dont il s'est évidemment magnifiquement redressé, comme chacun sait. On en reparlera d'Elio Di Rupo. Concernant le journalisme, on vit actuellement un bouleversement. On parle de révolution de la presse. Comment vous vous situez, vous qui faites partie, comme moi aussi, de l'ancienne génération, par rapport à cette révolution journalistique avec l'arrivée du numérique, de nouveaux outils, de nouvelles manières de communiquer, de l'immédiateté de l'information? On essaie de s'adapter, on essaie de ne pas se faire larguer par les jeunes. Mais c'est vrai que depuis 5 ans, je dirais peut-être 5-6 ans, les pratiques pour un journaliste comme moi qui fait de l'écrit ont considérablement changé. Il y a quelques jours, je travaillais sur la grève des techs à Liège et Charleroi. Il y a 5 ou 6 ans d'ici, j'aurais dû produire un papier pour le journal du lendemain matin. Ici, j'ai dû nourrir le site internet de mon journal, réaliser un édito vidéo à 13h de l'après-midi, fournir en copie exclusive le journal numérique de 17h, et à partir de là, à partir de 17h, commencer à écrire mon papier pour le lendemain. La vie a changé, mais bon, je crois que c'est une bonne chose aussi, parce que tant que le lecteur se retrouve là-dedans, c'est le principal. Alors, on vous le demande aussi parce que vous êtes une bonne plume, mais parce que vous écrivez peut-être aussi plus vite que les autres. Mais enfin, c'est la même chose pour tous les autres journalistes. Même chose pour tous les journalistes. Alors, une autre question d'un communicant, d'un journaliste devenu communicant, vous avez bien connu. Vous allez voir qu'il n'a pas les moyens vidéo qu'avait Valérie Saint-Guillain de Lumons. Mon cher Eric, nous nous sommes connus voici bientôt 20 ans lorsque nous étions tous les deux journalistes régionaux à Mons. Depuis, je suis pour ma part devenu communicant, un vilain mot pour dire que je suis passé de l'autre côté de la barrière, comme on dit, responsable de la communication au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Alors ma question est la suivante. Tout récemment, une enquête a comparé les deux professions de journaliste et de communicant, pour arriver à la conclusion que journaliste et communicant, c'est un peu « je te supporte, moi non plus ». Alors, toi Eric, toi on connaît la capacité de discernement extraordinaire, qu'en penses-tu? Est-ce que nous sommes faits pour nous supporter ou pas? Je te remercie de ta réponse et je t'embrasse. Alors, juste vous dire bien sûr que cette question a été enregistrée avec un smartphone, ce qui fait que le son est un peu plus délicat. Réponse, Éric Defay? La preuve qu'on se supporte, c'est que c'est un très grand ami, Thierry Van der Haeghe. Je suis content de voir son bureau, c'est un bureau de fonctionnaire qu'il est devenu, ça fait un peu pitié. C'est dur ça. Non, ouais, mais je l'ai connu journaliste, il était très bien. Oui, voilà. Ça c'est autre chose. Mais non, les communicants, bon, c'est un peu le mal du siècle pour les journalistes. C'est-à-dire que le problème, c'est quand il y en a trop, que les gens, les politiques, les institutions veuillent communiquer dans un monde où tout est communication, ça me semble parfaitement normal. Le problème, c'est que ça n'arrête pas. Il suffit de voir sa boîte mail en 1 heure de temps, ce qui peut tomber de communiqués dont 90% sont parfaitement inintéressants. Donc voilà, là qu'une institution, c'est le cas de Thierry Van der Haeghe, comme le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et un attaché de presse, me semble la moindre des choses même. Hein. Et puis ils sont souvent très utiles, il faut les ménager. C'est quand même des sources d'informations. Voilà, j'ai envie de retirer ce que je viens de dire. Donc Thierry est un excellent communicateur. Voilà. Alors très rapidement, parce qu'il nous reste encore 1 minute, Eric, le dernier mot c'était Elio Di Rupo. Enfin, c'est pas un mot, c'était un nom. Le mot de la fin. Vous avez le mot de la fin, oui. Vous le connaissez bien, vous l'avez dit. Je reprends une humeur, ce sera la dernière. Une humeur d'Éric Defay. Quand vous parliez du socialisme, du PS, le socialisme a changé de mode, dites-vous. Il est passé du foulard rouge sang, du dernier des porions au nœud papillon rouge pourpre, du premier des ministres. Quelle belle phrase. Elio Di Rupo a changé sa région, a changé le pays, a changé le parti. On lui doit tout ça? Objectivement, je veux dire, on l'aime ou on ne l'aime pas, je peux parfois le critiquer, bien que moi je ne suive pas la politique fédérale, donc je vois ça d'un peu plus loin. Mais c'est quelqu'un, je crois qu'on peut dire, c'est un peu une formule toute faite, mais qu'il y aura un avant et un après Elio Di Rupo, à la fois dans la région, à la fois au PS et peut-être même à la fois en Belgique, parce qu'avec ce qu'il est en train d'engranger comme accord institutionnel, etc. Chapeau, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci Eric, ça passe vite, 20 minutes, mais c'est très agréable en tout cas en votre compagnie. Merci. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site web www.télé-mb.be ou sur notre chaîne YouTube Télé-MB TV. Merci de nous suivre. Excellente fin de soirée. Au revoir.